Bike Café en avait parlé en avant-première dès vendredi dernier. Le communiqué de presse est tombé officiellement mardi soir. Depuis, toute la presse en parle. Je veux bien évidemment parler ici du Grax 2. Alors j'ai choisi de vous raconter l'histoire du Grax 2 au travers de 3 vidéos différentes. Dans la première, nous allons aller ensemble au service de R&D chez Origine et nous allons passer derrière l'écran d'ordinateur pour vraiment comprendre de A à Z comment ce vélo a été conçu. Et que vous aimiez le gravel, le vélo ou le VTT, dans tous les cas, vous allez apprendre de A à Z comment se conçoit un vélo. Dans la seconde vidéo, on va parler du côté design avec l'équipe de design et l'équipe de direction. Et dans la troisième, bien évidemment, un test complet du vélo en situation. Mais d'ores et déjà, dès la fin de la première vidéo, j'ai pu tester un modèle, on va dire un pré-modèle, il y a à peu près un mois maintenant chez Origine. Et je vais vous livrer, en tout cas, mes premières impressions d'un parcours que j'ai pu faire à la fois sur les pavés et à la fois sur les terrils. Donc jusqu'à la fin de la vidéo pour bien comprendre déjà les premières réactions de ce vélo. Bonjour, moi c'est Pierre, je suis ingénieur au bureau d'études chez Origine. Donc je travaille sur le développement des nouveaux vélos en collaboration avec Alexandre, notre designer, et avec Aurélien aussi, notre technicien qui travaille avec nous depuis quelques mois. Donc la direction a choisi de faire une évolution du Grax, donc on est parti sur un nouveau développement de ce vélo. Et donc la première étape pour tous les vélos, c'est d'abord définir précisément le cahier des charges, pour en fait définir les composants qui seront les plus contraignants à monter sur le vélo. Donc on va prendre les largeurs max de pneumatiques, les dentures max qu'on va monter sur le vélo, et on va définir en fait tous ces points précisément, et ensuite en deuxième point on va passer à la géométrie. Et du coup, si on prend le cahier des charges du Grax 2, c'était quoi pour toi? Son comportement reste cohérent avec des pneus de 650 et des pneus de 700, tout en ayant une plage de pédaliers, de dentures de pédaliers, de cassettes assez large à monter dessus. Parce que nous on fait du configurable, donc c'est super important qu'on puisse continuer à mettre du double plateau, avec des dentures comme assez larges, qu'on puisse monter plein de groupes différents. Donc ça c'est quand même une grosse problématique, surtout quand on a des pneumatiques aussi larges. Donc forcément on va devoir jouer sur les points de la géométrie pour faire des compromis en fait. Ah oui, c'est toujours un compromis. C'est la difficulté, c'est comment mettre des... Enfin souvent en gravel c'est une vraie question, comment je peux mettre des gros pneus tout en ayant des bases arrière correctes on va dire, pour conserver le côté dynamique du vélo. Du coup là on est passé derrière ton écran, tu vas pouvoir nous montrer un peu comment tu bosses et comment tu conçois. Alors c'était quoi le point de départ? Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, on commence par la géométrie, donc là j'ai la taille L, et donc j'ai défini la géométrie, donc c'est classique, hein, la taille des bases, la hauteur du top tube, le reach, le stack, l'empattement, la direction. Donc je définis tous ces points, donc je les vois comme une globalité. C'est important de voir en fait chaque caractéristique géométrique pas séparée, pas indépendante, mais comme une globalité. Parce qu'il y a, sur la stabilité par exemple, il y a plusieurs points qui vont être importants, il va falloir jouer sur tous ces points en même temps. Et après, dans un deuxième temps, je vérifie que je respecte certains compromis d'encombrement, donc sur la taille des pneumatiques, même si j'ai encore rien qui est dessiné. Hein. Mais je peux déjà commencer à avoir le diamètre externe des pneus, par rapport au site tube par exemple. Je peux avoir le dégagement, ce qu'on appelle le toe overlap, qui est assez important sur les vélos de route, parce qu'en général on a des vélos. Alors c'est quoi le toe overlap? Ça c'est un terme que je connais moins bien. Alors c'est donc la liberté au niveau du bout du pied. Donc quand on tourne le cintre, on risque d'avoir le pneu sur les vélos qui sont assez resserrés, notamment les vélos de piste ou les vélos de route. Ouais, où tu as la pointe du pied qui vient taper dans le pneu. C'est ça, ouais. Surtout sur les petites tailles, en général ça arrive. Ouais, ce qui est parfois un petit peu dommage d'ailleurs. Ouais. Alors, il faut savoir que ça dépend des pratiques. Ouais. Mais bon, sur un gravel, c'est quand même important, donc là je fais attention à ça. Donc je mets les longueurs de manivelle, je vérifie que j'ai le dégagement pour le pneu le plus haut. Donc ensuite, voilà, donc je place les points, je place le cycliste sur le vélo. Donc ça va déterminer son confort de positionnement. Donc en général sur un gravel, je vais avoir un stack qui est plus grand que sur un vélo de route par exemple, à titre de comparaison.
Le reach, ça dépend, il peut être plus court, il peut avoir tendance à s'allonger aussi pour utiliser des potences plus courtes. Du coup, même si je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, rappelle quand même aux gens qui nous regardent cette importance entre le reach et le stack et finalement ce que c'est exactement le reach et le stack. Alors le stack, ça va être la distance verticale entre le boîtier de pédalier, donc qu'on voit ici, et le haut de la douille. Donc cette distance verticale. Et le reach, ça va être la distance horizontale entre ces mêmes points, donc entre le boîtier de pédalier et la douille. Donc ce qu'on cherche globalement sur un gravel, enfin dans la conception notamment de celui-ci du Grax 2. Donc là on a un stack qui est assez haut pour avoir une position assez confort, pas être trop sur l'avant, et un reach qui va être moyennement grand, on va dire, par rapport à un vélo de route, parce que le but ça va être d'utiliser des potences assez courtes pour être maniable, un peu comme en VTT, c'est un peu la mode qu'il y a en ce moment en VTT. Ouais, donc c'est à la fois de... Oui, ça, on voit ça sur beaucoup la nouvelle tendance, je trouve, des gravels, c'est l'inspiration VTT, c'est des potences plus courtes, alors pas aussi courtes qu'en VTT certainement, mais plus courtes que sur un route en tout cas. Ouais, bah si on regarde bien, de toute façon, les tendances en gravel, le gravel commence à ressembler de plus en plus en fait, à un VTT rigide. On voit les cintres, on a des drops, mais au final, avec un flair important, des potences courtes. Tout ça en fait c'est pas nouveau, ça permet d'être plus maniable, tout en restant d'avoir un compromis avec une position un peu route assez agressive, quoi. Ouais, c'est ça, c'est toujours la question du compromis en fait dans la conception d'un gravel. C'est ça. C'est comment réaliser un vélo qui soit performant et dans les chemins et sur la route. Tout à fait, ouais. C'est un compromis. Donc ensuite sur cette géométrie, je vais fixer les spécifications des composants que je vais monter sur le vélo pour donner en fait un cadre de travail à Alexandre le designer, pour qu'il sache quel point relier et qui puisse respecter les spécifications des composants qu'on va monter. Donc là, ça paraît un peu flou comme ça, mais on voit le jeu de direction, donc la douille, là il va relier la douille. On voit le bout du tube de selle, la patte de derrière avant, le standard de boîtier de pédalier, donc là on est en BB86, le standard d'axe arrière, les portées de l'étrier donc, qui est en standard flat mount. Et donc là-dessus, en fait, Alexandre va pouvoir relier tous ces points pour directement respecter les spécifications des composants. Donc là en fait j'ai étudié en fait les specs des fabricants, donc des trois fabricants dont on va utiliser les groupes, Campagno, SRAM, Shimano. Et ensuite sur la géométrie je vais aussi caler l'encombrement des composants les plus contraignants qu'on va monter sur le vélo. Donc ici ça va être les pneus les plus larges, donc en 650 et en 700, les éventuels garde-boue qu'on va monter sur le vélo, les dentures de pédalier qui sont les plus grandes. Et donc je fais des volumes comme ça qui vont permettre à Alexandre de voir où il peut placer les différents tubes du vélo. Et donc après Alexandre en fait donc il relie les différents points en respectant les spécifications. Donc là on voit bien donc Alexandre le designer, il respecte le standard de boîtier, il respecte le standard d'axe, la patte de derrière, et il relie les différents points tout en ne touchant pas les 3D d'encombrement. Et donc la 3D qui va sortir de là, elle va directement représenter un vélo qui respecte la géométrie et qui respecte les spécifications constructeurs des composants qu'on va monter. Donc on pourra directement utiliser ce vélo, le fabriquer pour monter toutes ces pièces. On va pas faire un compromis, on va pas commencer par designer un vélo et ensuite adapter les pièces au vélo. Ça marche pas. Comme ça, quoi. On va brider le travail du designer pour qu'il puisse ensuite faire un vélo qui directement peut être monté comme on veut. Et donc par contre ouais, sur la droite on voit bien donc, sur la droite on voit bien effectivement qu'elle est surbaissée. Elle est baissée donc pour essayer d'éloigner le point qui est vraiment contraignant. Donc c'est le point où on va avoir, si on trace une ligne entre l'axe arrière et le centre du boîtier, c'est le point où on va retrouver la largeur de pneu max et le pédalier qui rentre le plus, enfin le plateau qui rentre le plus vers le cadre. Donc de ce point là qui est aligné sur l'axe arrière boîtier de pédalier, on va essayer de le descendre le plus possible. Forcément, si vous optimisez vraiment le cadre, il faut que chaque étape soit optimisée. Parce que là, du coup, si on a par exemple des bases qui sont vraiment très très longues et qu'on va essayer de blinder avec le drapage, ben, le vélo il sera beaucoup plus lourd. Donc le but c'est d'optimiser chaque étape. Ce qu'on fait depuis quelques vélos maintenant, c'est qu'on imprime le vélo entièrement en 3D à l'échelle 1. Une impression à l'échelle 1, du vélo en 3D. C'est ça, donc ça nous permet on peut même monter les composants, on va peindre le vélo. Et pour le design c'est vraiment génial parce que du coup il peut se rendre compte vraiment des volumes en l'échelle 1 avec le vélo monté, peint, et
Et donc il peut se rendre compte vraiment des effets de lumière sur la peinture. Mais du coup, on peut modifier en temps réel les différentes pièces. Et puis après, du coup, monter le vélo complet, vérifier aussi l'encombrement avec les pneumatiques, ce genre de choses. On peut vraiment vérifier le montage de toutes les pièces sans avoir à creuser un moule. Parce que le gros problème du carbone, c'est qu'il faut acheter un moule. Et une fois que le moule est creusé, on ne peut plus rien modifier. Et on peut faire des petites modifs, on peut rajouter de la matière, on peut creuser dedans, on peut mettre des inserts, mais ça reste plus limité et ça va être compliqué au niveau financier. Donc quand on se lance, il faut vraiment être sûr de soi. Alors du coup, en quelques mots, tu veux bien nous expliquer le drapage et les caractéristiques du drapage sur ce Grax 2? Donc le drapage, en fait, le but, ça va être de peaufiner le comportement du vélo en agençant de manière intelligente les différents types de carbone qu'on aura sélectionnés en fonction de leur module d'élasticité et de leur orientation et de leur tressage. Donc le but, ça va être de faire un patchwork, d'empiler ces différentes pièces de carbone qui ont été découpées dans une feuille, les empiler intelligemment pour qu'on ait le comportement voulu du vélo. Donc il y a la géométrie qui agit sur le comportement, mais il y a aussi le drapage qui est vachement important pour un cap carbone. Parce que sur le drapage, en fait, on peut travailler sur le fait de verrouiller certaines parties qui vont être rigides pour transmettre la puissance à la roue arrière. Comme le boîtier de pédalier. Comme le boîtier de pédalier ou la douille. Ou la douille. Et on va essayer de faire en sorte que d'autres parties, comme les haubans ou le tube de selle, ou le top tube, donc en général c'est plutôt le haut du vélo, soient plus souples pour qu'ils absorbent mieux les vibrations. Oui, parce que ce qu'on recherche dans un vélo en règle générale, c'est effectivement d'avoir un boîtier de pédalier qui est rigide pour qu'il n'y ait pas de déperdition d'énergie à chaque fois qu'on donne un coup de pédale à droite, à gauche, que le boîtier ne se torde pas. Et en même temps, je pense que tout le monde aujourd'hui recherche du confort, y compris sur les vélos de route. Je pense que l'époque des vélos carbone ultra rigides, il n'y a plus beaucoup de gens qui ont envie de rouler avec, peut-être encore les ultra compétiteurs, mais pour le pratiquant lambda, cyclosportif, etc., je pense qu'il a envie d'avoir un vélo qui est performant, mais également qui est confort, notamment quand tu fais de la longue distance. Ouais, carrément. Sur le vélo de route, je pense que c'est le domaine où il y a eu vraiment des grosses avancées sur le confort, où les ingénieurs se remettent vraiment en question par rapport à ça. On a changé complètement de stratégie. Ouais, parce que la grande époque, moi je me souviens du carbone où c'était la course à celui qui faisait le plus rigide possible. Ouais. Après le problème c'est qu'au bout de quelques heures de selle, tu avais du mal à rentrer chez toi. Ouais, il y a une fatigue musculaire qui se crée liée aux vibrations et en fait on se rend compte qu'on est beaucoup plus performant avec un cadre qui est un peu plus souple, alors attention, un peu plus souple au bon endroit, plus facile à emmener sur la longue distance et qui va réduire la fatigue musculaire liée à ces vibrations, à ces chocs, surtout quand on a des pneus très fins. Sur un gravel, on va avoir souvent des pneus beaucoup plus gros, donc on a moins de contraintes liées à ça, même si on travaille aussi là-dessus. Sur un gravel, on peut jouer avec les pneus plus gros, on peut jouer sur la pression, notamment en tubeless, tu peux baisser. Et en plus, avec la nouvelle version du Grax 2, le fait d'accepter des roues de 650B et donc de mettre des pneus en 45 dessus. 47. En 47 ouais. Même, jusqu'à 47 ça accepte. Ouais. Bah, à 47, là tu peux vraiment gagner en confort, notamment si tu fais beaucoup d'off-road. Ouais, donc là on gagne énormément en confort, en plus on a un volume d'air plus important, on a une roue qui est un peu plus petite aussi, parce que bon, le 700 par 45, pardon, il faut pouvoir l'emmener aussi, parce qu'on commence à avoir des pneus qui sont assez lourds. Et on a un vélo aussi qui est plus maniable, on vient baisser en fait le diamètre externe du pneu. Et du coup on aura une chasse qui sera plus réduite, donc la direction sera un peu plus maniable on va dire. Et donc ça prend tout son sens en fait. Cool. C'est chouette les Cyril. Et en Grax, quoi de mieux? Alors, tes impressions? Ah, c'est forcément le meilleur vélo du monde. Ah, forcément. Toi qui as roulé avec les deux, là on a la version 1 ici, ouais. Là on a le 2, qui n'est pas encore dans sa livrée définitive. Mais déjà, toi qui as une grosse expérience sur les deux, c'est quoi ton ressenti? Mon ressenti c'est que le deuxième a une géométrie qui est quand même beaucoup plus adaptée à la longue distance et au confort. Ouais. Intrinsèquement avec une douille plus haute. Par contre il est plus teigneux au niveau de la mise au point des drapages. Ils ont fait en sorte que ça soit un peu plus sportif quand même. Et donc ça, tu trouves que ça se sent dans le caractère? Moi j'ai trouvé que ça se sentait dans les relances surtout. Ouais. On a quelque chose qui est vraiment très vif. Par contre au long cours, on n'a pas cette sensation d'épuisement qu'on peut avoir avec un vélo qui est trop sportif. Trop sportif, trop rigide, ouais. Ah ouais.
Donc mais moi voilà, les premières sensations c'est vraiment, je sens que dès qu'on se met en danseuse, qu'on relance, on a vraiment quelque chose qui répond extrêmement bien. Tout de suite c'est vif, c'est réactif, ça c'est très plaisant. Et en même temps j'ai presque l'impression de rouler sur un tapis de velours. C'est exactement ça. C'est vraiment, ça épouse les formes, même sur les pavés, le petit bout de la tranchée d'Arenberg qu'on a fait tout à l'heure, bon ça secoue vraiment, de toute façon ça secoue, il n'y a aucun vélo qui n'est pas secoué, mais ça passe quand même, en baissant bien les pressions, franchement il y a un niveau de confort qui est vraiment très très acceptable. Bah, c'est vraiment la politique en fait sur tous nos vélos, hein, que ce soit les vélos de route, les VTT ou les gravel, c'est que ce soit des vélos accessibles et confortables. Après tout le monde n'est pas champion du monde, exactement, il faut du vélo pour monsieur tout le monde aussi, voilà, avec justement la mise au point de drapage qu'ils ont fait là-dessus, ça correspond aussi à des gars qui ont des gros moteurs, quoi. Bah, c'est ça le truc, je pense qu'aujourd'hui, la grande époque des carbones ultra rigides, je pense qu'il y a plus beaucoup de gens qui en veulent, peut-être les ultra compétiteurs. Mais tu as un vélo qui te ramène à la maison aussi, ça c'est important quand tu as fait plusieurs heures de selle, que tu sentes que tu n'as pas une machine à traîner mais que ça t'aide. Et ça je pense que c'est ce qu'on a avec ce type de machine. Je sais pas si t'es comme moi, mais moi 80% de l'année je cours après ma forme, hein. Donc il me faut un vélo qui me facilite la vie, parce que sinon si tu comptes sur les 10-20% de l'année où tu as une forme absolue et tu survoles tout, il te faut un vélo super raide, bah, le reste t'en baves quoi. Ouais. Ok, bon, on retourne sur les pavés. Feu. Allez, action. C'est bon. Et bien voilà les amis, on est au terme de cette vidéo. Vous en savez plus maintenant sur l'ingénierie de conception d'un vélo et du Grax 2 en particulier. Rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle on parlera de design. D'ici là, pensez à vous abonner, pensez à lâcher un petit pouce bleu. Ça flatte toujours l'algorithme de YouTube et ça me permet d'être mieux référencé, donc de vous proposer des contenus toujours plus qualitatifs. Pensez à mettre des commentaires, je réponds à tous les commentaires avec beaucoup de plaisir. Et dans la prochaine vidéo, on va, avant le design, parler du trail, là aussi de chez Origine, mais un test complet parce que je sais que vous l'attendiez beaucoup. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à jeudi prochain. Ciao, ciao!